Nous sommes avec Stéphane Guettin, qui est le fondateur de Musicare, musicothérapeute et directeur en psychologie clinique. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et puis présenter l'histoire de Musicare? Oui, très bien. Donc pour commencer, j'ai donc effectivement obtenu un statut de musicothérapeute après avoir travaillé en tant qu'étudiant dans les centres aérés pour la ville de Paris notamment. Je me suis aperçu que l'utilisation de la musique auprès de jeunes adolescents et d'enfants permettait d'agir sur le comportement, de les occuper, d'avoir une perspective très éducative et pédagogique. J'ai aussi travaillé en milieu carcéral pendant 8 ans auprès des mineurs incarcérés, où on s'est aperçu que grâce à la musique, ils pouvaient libérer leurs émotions et d'une façon ou d'une autre se libérer par la musique quelque part, par cette émotion. Et même d'intégrer, comme je vous parlais de programmes éducatifs, intégrer le système scolaire pour aller taper leurs textes qu'ils écrivaient, aller en informatique pour faire leurs pochettes d'albums. Tout un projet qui m'a vraiment fait prendre conscience que la musique pouvait agir au-delà du divertissement et du plaisir. C'est vraiment un projet qui, la musique peut intégrer un ensemble de composantes vraiment larges dans tout le parcours de la vie d'un sujet. Donc, à partir de ces premières expérimentations, j'ai aussi donc développé et entrepris des études dans le domaine de la musicothérapie, que j'ai ensuite poussé par un doctorat de psychologie clinique pour avoir un statut de chercheur et de pouvoir objectiver tous ces effets émotionnels, cognitifs, comportementaux, sociaux et même spirituels, je veux dire, de la musique, de façon très large. Et donc, ça m'a amené aussi progressivement à travailler avec des hôpitaux, notamment le CHU de Montpellier, où j'ai eu cette chance d'avoir été, j'allais dire, intégré dans l'équipe du professeur Jacques Touchon, qui était le doyen de la faculté de médecine de Montpellier et chef de service en neurologie. À partir de là, on m'a encadré quelque part pour mettre en place les premières études françaises contrôlées, randomisées, pour objectiver et évaluer l'impact de la musique sur le cerveau et sur des composantes principalement émotionnelles, comme la gestion de la douleur, qui est bien sûr une composante physique aussi, mais aussi émotionnelle, qui est souvent sous-évaluée, l'anxiété, la dépression, troubles du sommeil. Et grâce à ce premier partenariat avec l'équipe INSERM du CHU de Montpellier, on a aussi étendu les recherches de façon très transversale à des services comme la pédiatrie, la réanimation, l'ophtalmologie sur des blocs opératoires où les patients sont très stressés. Et aujourd'hui, je vous expliquerai, mais on a plus d'une centaine de publications et aujourd'hui, on a identifié plus de 45 études cliniques qui ont été publiées grâce à notre travail de standardisation d'une technique de musicothérapie et qui a pu être évaluée aujourd'hui, développée dans plus de 400 hôpitaux, voire 500 hôpitaux en France. Donc voilà un petit peu le résumé. Concrètement, dans un hôpital, sur le terrain, ça se passe comment? La musique est diffusée, c'est quelle musique est diffusée, à quel moment, par quels moyens? Oui, c'est très intéressant. Ça, c'est parmi toutes les techniques qui m'ont été enseignées dans ma spécialité de la musicothérapie. On a identifié, il y a différentes techniques, notamment la méthode dite active, qui est basée sur la pratique instrumentale, et la technique dite réceptive, qui est basée sur de l'écoute musicale. En milieu hospitalier, dans le traitement de la douleur, qui a été notre spécialisation, on s'est vraiment intéressé à l'impact de l'écoute musicale, puisque ça nous a permis aussi de standardiser une méthode, la rendre reproductible, et à partir du moment où elle est reproductible, elle est évaluable. C'est pour ça que c'était très compliqué pour des chercheurs, j'allais dire, antécédents, alors qu'on sait que la musique, depuis la nuit des temps, a une utilité thérapeutique, mais elle était très compliquée à évaluer. J'allais dire, il y a presque autant de techniques que de musicothérapeutes. C'est chacun a sa culture et chacun va être amené en tant que soignant par la musique à être amené à faire diffuser de la musique différemment, à faire écouter de la musique différemment, à jouer de la musique différemment. Donc tout notre travail, je pense, scientifique a été de standardiser et de reprendre toute la revue de la littérature scientifique pour identifier les facteurs principaux de réussite. Donc très concrètement, on est basé sur de l'écoute musicale, sur des programmes qui durent en moyenne 20 minutes, qui sont aussi issus de la littérature scientifique, puisque 20 minutes correspond à un cycle du sommeil. C'est le temps qu'il faudra pour le patient pour modifier son état de conscience et l'amener justement à des variations de tous les paramètres hémodynamiques, respiratoires et physiologiques. On sait que la musique aujourd'hui, par les études depuis une vingtaine d'années, vont modifier le rythme cardiaque, les pressions artérielles, et différents mécanismes physiologiques et bien sûr émotionnels. Et donc la musique va être adaptée au goût des patients, ça c'est fondamental. On a tous une culture et une histoire différente à l'écoute de la musique qui touche directement les émotions. Et ensuite, on a des protocoles aussi identifiés par la recherche scientifique
qui vont nous dire sur quel type de tempo partir, sur quel type de fréquence aussi utiliser. Et on va moduler progressivement tous ces paramètres du son qui ont un potentiel aussi identifié aujourd'hui. On sait que le tempo va plus jouer justement sur la partie physique et hémodynamique, que la mélodie va jouer plus sur le côté émotionnel, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la technique qu'on a développée, évaluée, et qui est inspirée justement de tout ce travail en musicothérapie, sur une séquence dite en U. C'est-à-dire qu'on va partir comme en hypnose, en hypnoanalgésie. On va ici remplacer en fait la suggestion verbale par une induction musicale. On part du concept que la musique est un langage universel. Et de façon progressive, on va représenter l'état de douleur, d'anxiété du patient par un tempo stimulant. Et de façon progressive, on va demander à des compositeurs de réduire le tempo, de réduire la formation orchestrale et d'amener progressivement ce patient à un état de détente et modifié de conscience par ces variations de tous ces paramètres du son. Hauteur, timbre, volume, durée des sons. Et en modulant, on voit qu'il y a une synchronisation avec les paramètres physiologiques du patient et qui se concrétise par une baisse de la douleur et de l'anxiété de façon significative. Et ce, dans une palette, j'allais dire, de contextes médicaux très, très large. Alors justement, on peut donner des situations dans lesquelles vous utilisez la musique? Oui, alors aujourd'hui, comme je vous disais, on est dans plus de 400 hôpitaux, donc plus de 1500 départements. On est principalement dans les services d'anesthésie de réanimation, où là, la musique est très utilisée, notamment en sevrage ventilatoire, au moment d'extubation, au moment de gestes invasifs, pendant des pauses de cathéter. Là, je discutais avec le CHU de Reims encore il y a quelques jours sur un gros protocole qui a obtenu des financements, un protocole paramédical qui vont aussi être testés au bloc opératoire à la suite d'une chirurgie thoracique. On travaille énormément avec les centres antidouleurs sur de la douleur chronique. Et récemment aussi une très belle étude qui a été faite en EHPAD, pour vous montrer un peu toutes les différentes indications, ou l'utilisation de musique care pendant les soins de la toilette, qui est un soin aussi très anxiogène pour les patients, surtout des patients qui ont des troubles cognitifs. C'est très anxiogène aussi pour le soignant, puisque c'est un moment où le patient est agité et s'oppose aux soins. Et donc, de temps en temps, ça nécessite la mobilisation et c'est très, très dur aussi de vivre ça en tant que soignant, alors qu'il faut faire ce soin, bien sûr, évidemment, à ces patients. Et en utilisant Musicaire versus même de la radio ou sans musique, on s'aperçoit que le niveau d'agitation, d'opposition aux soins est vraiment significativement beaucoup plus bas. Et ça se concrétise aussi par une durée du soin, donc sur des critères très objectifs d'évaluation, plus courte. C'est-à-dire que sans musique, il va falloir 18 minutes à un soignant pour opérer ce soin avec l'agressivité à gérer du patient, l'opposition aux soins, le refus. Avec la radionostalgie, on est autour de 17 minutes, donc on a une différence non significative, mais un petit peu plus efficace, mais ça n'agit pas de façon significative. Et avec Musicaire, quand la musique est vraiment adaptée en fonction des goûts du patient, sur des tempos spécifiques qui sont étudiés pour détendre et réduire l'anxiété et l'agressivité, on réduit la durée du soin à 13 minutes, ce qui fait une différence significative entre les différentes autres conditions. Ce sont des résultats d'études. La plus belle étude qu'on vient de publier, à mon sens, c'est aussi qui a été publiée en 2020 par l'APHP, qui est rentré dans le cadre d'un projet hospitalier de recherche en soins infirmiers, qui est vraiment ce qu'on appelle le gold standard de la recherche paramédicale, puisque c'est financé par la DGOS, Direction générale de l'organisation des soins, le ministère de la Santé. C'est une étude qui a été initiée par l'APHP, un service d'ophtalmologie au bloc opératoire. Et là, les résultats sont impressionnants. Ils ont calculé un nombre de sujets nécessaires qui est monté jusqu'à 310 patients. 155 patients par groupe ont été tirés au sort, 155 qui n'avaient pas la musique care pendant le bloc opératoire et 155 qui avaient musique care. Et le critère principal d'évaluation était le nombre de complications qu'on retrouve dans ce geste opératoire. Et très concrètement, cette complication était mesurée par le nombre de tachycardies, donc accélération du rythme cardiaque, et des poussées hypertensives, qui en fait amènent du sang et qui compliquent le geste opératoire. Et là, les résultats sont carrément impressionnants, puisque dans le groupe sans musique care, ils sont 53% à avoir fait une complication, donc poussée hypertensive ou tachycardie, 53%, alors que dans le groupe avec musique care, 13%. C'est là une différence très significative. Et en critère secondaire de cette étude, le nombre de consommation de midazolam, donc de sédatifs, pour
réguler, j'allais dire, ces tachycardies, ces complications, il faut injecter des sédatifs. Dans le groupe sans musique care, on consomme 0,5 mg en moyenne par patient de midazolam, alors que dans le groupe musicaire, 0,04, c'est-à-dire 92% en moins de consommation sédative dans le groupe ayant bénéficié de la musique dans le protocole de soins. Donc le bénéfice, moins de médicaments, moins d'effets indésirables, enfin, c'est pas forcément le bon terme, et une réduction du temps, par exemple, dans les toilettes, par exemple, pour faire la toilette, par exemple. Exactement. Aujourd'hui, de façon exponentielle, quand vous regardez la revue de la littérature scientifique internationale, il y a des résultats vraiment robustes et majeurs. Ils sont publiés dans les plus grosses revues scientifiques. Récemment, enfin en 2018, il y a une étude qui a été publiée dans le Critical Care Medicine, qui est l'une des plus grosses revues d'anesthésie de réanimation, et qui parle de l'intérêt médico-économique de l'utilisation d'interventions musicales basées sur de l'écoute pour réduire les coûts de l'hôpital. Et ils s'aperçoivent que dans le groupe qui bénéficie de la musicothérapie et d'une intervention musicale, on arrive à économiser jusqu'à 1 500 dollars par patient pendant une hospitalisation. Donc il y a vraiment des intérêts médico-économiques qui bénéficieraient à notre système de santé par des outils très simples, qui sont très très bien accueillis par les soignants, qui sont en demande de traitement non pharmacologique. Au lieu d'aller donner un sédatif ou un somnifère à un patient qui a du trouble du sommeil, ça prend quasiment le même temps de lui mettre un casque sur les oreilles et lui faire bénéficier d'un programme pour endormir le patient sans effet secondaire. Donc le patient récupère aussi suite à une opération beaucoup plus rapidement, il sort plus tôt de l'hôpital et ça montre un intérêt médico-économique. Effectivement, la difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est tout notre travail avec Musicaire depuis aujourd'hui quasiment 20 ans, mais c'est de faire valoriser et de communiquer ces résultats. Donc, comme disait voilà, quelqu'un, effectivement, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et donc, j'en profite aussi pour vous remercier, Frédéric, parce que ces résultats, effectivement, nous, Musicaire, je pense qu'on a le savoir-faire, on sait publier, mais toutes ces études, tous ces rapports ne sont pas extrêmement communiqués et entendu par les autorités qui devraient prendre en compte ces études. Et un dernier exemple pour vous montrer que c'est vraiment très très fort, il y a le rapport de fin 2019 de l'OMS, donc c'est pas n'importe qui, et ça vous le retrouvez sur Internet, vous tapez rapport OMS art, musique et santé, un rapport qui a été publié donc, par l'OMS qui référence 900 études cliniques sur l'art et la santé et qui conclut qu'aujourd'hui tous les professionnels de santé devraient être formés à l'utilisation de l'art dans leur pratique de soignants, et l'art devrait être prescrit, au même titre que le sport a été prescrit depuis 1 ou 2 ans en France, et que les études le confirment. Et même, ils le disent noir sur blanc, que l'utilisation de l'art, de temps en temps, serait même plus efficace que certains traitements conventionnels utilisés aujourd'hui. Donc, il y a toutes les preuves par toutes les plus grosses institutions, mais il y a une lenteur administrative et de prise de conscience, je pense, qu'il faut vraiment aujourd'hui sur laquelle il faut travailler pour que l'art puisse être enfin intégré dans la santé et la médecine. D'accord. Le système qu'il est nécessaire pour diffuser la musique, c'est un système classique. C'est pas un système, c'est sous forme de CD, sous forme d'MP3. Enfin, c'est un système classique où il faut un système. Voilà, Frédéric, c'est encore plus moderne que ça. Aujourd'hui, on parle de traitements digitaux, justement. Et nous, avec Musicaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé, pour simplifier encore au maximum l'ergonomie de cette solution, il suffit juste d'une tablette numérique ou d'un téléphone. Et c'est tout un système applicatif qu'aujourd'hui, on a utilisé. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller acheter des CD. Okay. Et ce qui nous intéresse, c'est d'être dans cette pratique de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et notre application Musicaire, en plus de proposer le traitement, donc la diffusion de la musique, juste avec un casque ou une petite enceinte, donc ça ne nécessite aucun matériel supplémentaire par rapport à d'autres techniques. Et en plus, grâce au système applicatif, on a toutes les mesures de données des patients, le style de musique que le patient a écouté, la durée. On a aussi développé des algorithmes pour allonger le temps de la séance en fonction de la durée des soins. Tout à l'heure, je vous parlais de 20 minutes, mais en fait, des chirurgiens nous ont déjà contactés en disant « Stéphane, je suis un peu embêté parce que moi, mes opérations, elles durent 45 minutes. Est-ce que tu ne pourrais pas me laisser le patient dans le bas du U, par exemple, en m'oubliant complètement détendu, en état modifié de conscience ?» Et donc, on a développé tous ces algorithmes qui sont protégés, brevetés, et qui nous permettent aujourd'hui, effectivement, d'avoir une solution hyper adaptée, ergonomique et très simple d'utilisation par les soignants. Et donc, ça nous permet aussi, en plus d'avoir toutes ces données, d'évaluer le niveau de douleur avant et après chaque séance, de dépression, d'anxiété et de différents paramètres.
Bon, j'ai pris un coup de jeu en disant MP3, on a tous compris. Non, je voulais pas le dire directement. Euh, Mais non, mais c'est la où est-ce- base de toutes les études, hein. ouais, en France, et puis même ailleurs, où est-ce qu'on en est dans l'acceptation et l'usage de cette technique, de cette façon de faire, dans les hôpitaux et dans les EHPAD? Où est-ce qu'on en est dans ces deux types d'établissements? Je pense que les gens sont très, très ouverts et c'est là qu'il y a il y a un décalage entre les soignants qui aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, enfin, on communique quand même beaucoup dans les congrès scientifiques, sont convaincus de cette technique, mais il y a un décalage avec la prise en charge par les autres autorités de santé, les ARS, ainsi de suite, qui, eux, effectivement, aujourd'hui, n'ont prévu aucun financement et aucun système de prescription de ces méthodes basées sur, dans mon cas, l'art et la médecine, ou ce qu'on appelle aussi les techniques psychosociales, hein, dans lequel peut s'intégrer l'hypnose, le toucher-massage. Toutes ces techniques ne sont pas du tout encadrées aujourd'hui et recommandées, j'allais dire, par la HAS. Alors que le niveau de preuve, je vous dis, depuis plus de 10 ans, est aussi robuste que du Doliprane ou que certains traitements médicamenteux qui aujourd'hui sont consommés de façon très très large et même en libre service, j'allais dire. Dans les EHPAD, ça commence à être utilisé. Par exemple, sur 8000 EHPAD, il y a combien d'EHPAD qui utilisent Voilà, alors c'est vrai que j'allais vous donner sur cet exemple sur les CHU qui en comptabilisent aujourd'hui 32, hein, CHU en France. Après, il y a plus de 500 CH, mais pour vous dire, aujourd'hui, on n'est plus dans quasiment 20 CHU. Montpellier, Dijon, Reims, enfin les hospices de Lyon, on est développé partout. Mais c'est compliqué en général. Nous, on passe sur des crédits, j'allais dire plus informatiques, par la DSI, qui vont considérer ça, vu que ce n'est pas encore reconnu comme un soin à part entière. On n'a pas de crédit sur les soins, mais plus en logiciel informatique ou sinon sur des crédits non reconductibles de l'ARS. Les médecins et les gens qui sont vraiment convaincus de l'intérêt de toutes ces méthodes non pharmacologiques, Ils se débrouillent, ils essayent de trouver des voilà, solutions. voilà, mais c'est un double travail et c'est très dur et je les respecte et aussi j'en profite de ce moment pour vraiment les féliciter parce que c'est double travail. Écoutez EHPAD, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants d'EHPAD qui nous écoutent. Comment ça se passe pour les EHPAD? Alors, les EHPAD, aujourd'hui, on travaille aussi avec les plus grosses références, hein. Il y a un exemple très intéressant qui est une grosse fierté de notre travail depuis le début. C'est qu'en période Covid, justement, on a été contacté par le directeur de la Croix-Rouge, la partie personnes âgées, bah, que vous avez interviewé récemment, Frédéric, hein, Johan, Joanne, ouais. voilà, qui lui aussi a cru depuis le début au développement et à l'intérêt des dispositifs numériques dans dans cette problématique Covid. Et il a développé tout un panel de différentes solutions numériques, dont MusicCare. Et là, grâce à cette expérience, on a pu déployer MusicCare sur à peu près 5 tablettes en moyenne numériques dans chaque EHPAD, qui représente aujourd'hui 43 EHPAD exactement du réseau de la Croix-Rouge. Et comme je vous le disais, grâce à notre système applicatif, on a mis en place tout un programme d'évaluation sur les patients, mais aussi sur les soignants, sur leur stress et l'épuisement professionnel. Et les résultats, puisque ça, c'est vraiment le savoir-faire de MusicCare, c'est de mettre en place des protocoles d'évaluation pour évaluer l'impact et les bénéfices, ont déjà été assez robustes, je veux dire, scientifiquement, pour être présentés au plus gros congrès Alzheimer en décembre 2020, donc le congrès de l'USPAL, c'est des unités de soins Alzheimer, où des résultats ont été très significatifs, puisque de mémoire, je crois que 78% des soignants, 80 quasiment ont considéré que que MusicCare facilitait la relation thérapeutique entre le soignant, que ça avait amélioré, ça avait favorisé le bien-être chez, pareil, 75% des soignants, des patients, et donc avec des très beaux résultats qui sont aussi en cours d'analyse avec l'équipe du professeur Hervé Platel de Caen, qui est aussi un des plus grands spécialistes, équipe INSERM du cerveau musical, j'allais dire. Je pense que c'est ça qui nous écoutent vont avoir la question, pas l'objection, mais la question. Au tout début de l'usage de ces solutions-là, pour une personne qui fait la toilette, par exemple, vous devez adapter la musique à la personne. Voilà. Ce réglage, entre guillemets, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, vous allez me dire, mais ce réglage, euh, il peut être fait par quel niveau de professionnel, par quelle compétence? Est-ce qu'il faut beaucoup de compétences pour faire ce réglage? Non, c'est très simple et c'est ce qu'on appelle chez nous le questionnaire des préférences musicales. C'est un petit peu à l'entrée pour connaître, mais il a un double intérêt. Un, bien sûr, pour que la séance se passe bien et que le soignant puisse choisir la musique. Mais j'allais dire, vous allez trouver ça bizarre, mais la musique, de temps en temps, c'est presque un prétexte à la relation thérapeutique. Pour moi, 50% de l'efficacité, c'est le casque et l'effet de la musique, comme je vous le disais, sur les fréquences cardiaques respiratoires. Mais la musique, elle est là aussi pour créer du lien social. Et moi, j'ai des exemples de séances que j'ai réalisées en milieu carcéral ou à l'hôpital où des patients me disaient, me voyaient arriver en disant Stéphane, aujourd'hui, j'ai même pas envie d'écouter de musique. Je viens d'apprendre
que ma fille était déscolarisée ou je ne sais pas quoi, mais j'ai juste besoin de parler. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt de cette séance musicale qui prend le patient dans sa globalité. Alors, bien sûr, dans 95% des cas, on est là pour faire écouter de la musique et le patient va bien sûr l'accepter. Mais il y a aussi toute une relation thérapeutique et d'écoute qui se met en place. Et pour moi, c'est le plus fort, l'intérêt, la corde sensible la plus intéressante, j'allais dire, dans l'utilisation de ces techniques, c'est de pouvoir favoriser la relation humaine et permettre au patient de verbaliser ses émotions. À la fin de cette écoute, principalement de 20 minutes, le soignant se positionne en situation d'écoute en lui demandant alors qu'avez-vous ressenti, monsieur, madame, comment vous sentez-vous? Et là, c'est impressionnant tout ce que la musique peut dégager comme émission, la relation de confiance qui va être mise en place grâce à cette diffusion musicale. Et quand l'infirmière vient pour faire un soin, pour faire une piqûre, le patient, s'il n'y avait pas la musique, comme ça, c'est des retours d'infirmières ou d'aides-soignants qui nous disaient au début, j'étais l'infirmière qui venait faire du mal, dans le sens où je fais un pansement, je fais une toilette, ça inquiète le sujet, le patient. Tandis qu'aujourd'hui, grâce à Musicaire, je viens pour faire du bien. J'apporte quelque chose qui va stimuler du plaisir. Et ça, c'est rare. Je me souviendrai toujours de ce patient dans un centre Unicancer où j'avais été personnellement faire une formation pour le centre Henri Becquerel avec Thierry Baude, qui était le cadre de santé. Et pendant qu'on faisait passer un patient dans un tube de type scanner ou IRM, scanner pour la médecine nucléaire, normalement, les patients sont hyper anxiogènes et souvent il y a des refus de soins. On ne peut pas faire l'acte médical parce que le patient est trop anxieux. Là, on a fait passer le patient dans cet IRM avec le casque musicaire en lui demandant quel style de musique il aimait pour aller, voilà, il nous avait dit de la musique jazz, j'adore le jazz avec la trompette. Dans notre catalogue, j'allais dire, on retrouve ce style de musique, jazz, trompette. Et à la fin de la séance, donc à la fin du scanner, puisque là, ça avait été associé à un soin invasif un peu anxiogène, j'ai demandé en formation, j'ai demandé au patient, alors qu'avez-vous ressenti, comment vous sentez-vous? La première chose qu'il a dit, avec un énorme sourire, j'avais l'impression d'être dans un spa. On a transformé la perception du soin anxiogène juste par des mécanismes émotionnels. C'est une forme d'hypnose. Et c'est par des moyens très très simples qu'on arrive à faire que le cœur aussi bat 3 fois moins vite et qu'on va réduire les consommations médicamenteuses. C'est par des outils très très simples en fait qu'on. Ma question, elle avait un but, c'est je trouve qu'il y a un autre débouché ou un autre secteur, c'est le service à domicile. Alors exactement, alors ça c'est un très très bon exemple. Mais en fait, pour revenir sur votre question, tu entends qu'on part un peu dans tous les sens. Mais juste pour ce questionnaire des préférences musicales, on s'adapte au patient. C'est très très court de savoir quel style de musique il aime. C'est est-ce que vous aimez la musique? Est-ce qu'il y a un style sur lequel vous êtes plus sensible? Jazz, classique, musique du monde. Et pour les patients avec des troubles cognitifs qui ne peuvent pas répondre à ces questions, le meilleur test, c'est de leur faire écouter des extraits de différents styles de musique et vous voyez toujours tout de suite sur le visage du patient s'il aime ou s'il n'aime pas. On peut toujours en parler avec la famille. Oui. Les soignants aussi connaissent. Voilà. Parce que en fait, si vous le faites à domicile, ce sera mis en place par des auxiliaires de vie. Et Exact. ma question, c'est est-ce que c'est faisable par une auxiliaire de vie? La réponse est plutôt oui. Donc, Oui. En mon avis, fait, pour revenir sur les. c'est mon avis. Pour les auxiliaires de vie, en fait, pour les services de domicile, s'ils s'aperçoivent que ça facilite la toilette, par exemple, et donc en fait, c'est un travail beaucoup moins fatigant pour les auxiliaires de vie, ça peut intéresser les structures de services de domicile euh, pour la réduction de l'absentéisme. Exact. C'est ça, en fait, la logique que je voulais vous amener, Oui, enfin, vous oui, non, proposer celle-ci. complètement. C'est en fait, toilettes simplifiées, tâches simplifiées, moins de fatigue pour les auxiliaires de vie, et pour la structure de service à domicile, boulot plus gratifiant, moins stressant et moins d'absentéisme. C'est exactement sur quoi on travaille. On a déjà différents protocoles avec l'IRBA, donc l'Institution nationale de recherche biomédicale des armées. On travaille énormément sur le stress post-traumatique avec des études en imagerie cérébrale, mais aussi des études cliniques de suivi de différents types de patients. Et on s'intéresse énormément à l'épuisement professionnel aussi. Et on a déjà des données publiées dans ce domaine. Et avec la Croix-Rouge, je vous disais, et ça c'est intéressant, on travaille déjà en soins à domicile, vu que la première expérience, comme je vous parlais tout à l'heure, d'avoir déployé Musicaire de façon très rapide et très bien réalisée, j'allais dire, grâce au travail aussi de tout leur personnel soignant et grâce à l'excellent travail de l'équipe Musicaire. Ça s'est déployé, je veux dire, en quelques semaines. On a pu déployer l'application sur les tablettes, l'utiliser. En moins d'un mois, les patients avaient bénéficié de Musicaire et les soignants étaient formés. L'expérience a tellement été positive, puisque aussi présentée dans un congrès national de scientifiques,
que la Croix-Rouge nous ont demandé aussi de déployer 37 antennes de soins à domicile pour les personnes Alzheimer. Et voilà, donc on y est. C'est là où je veux Et, en voilà, et les résultats sont en cours d'analyse. Donc on a fait ce qu'on appelle venir. l'évaluation J0. Si en fait ce système-là permet, je vais insister, de soulager le personnel, de rendre plus attractif le travail, de moins les stresser, qu'elles sont moins absentes, là, il y a un vrai débouché pour ce service à domicile, parce que ça, c'est un des axes de recherche énorme, hein, de ce qu'ils recherchent. Ah bah complètement. On est vraiment déjà sur des données plus que pilotes hein, de faisabilité, d'efficacité. Je vous dis, on est vraiment des pros, enfin des pros, c'est vraiment nos spécialités en termes de recherche et d'évaluation. On a un conseil scientifique international qui sont vraiment constitués des plus grands chercheurs dans le domaine de la douleur, de l'anxiété. Je vous parlais de l'IRBA, de l'INSERM, de Caen, de Montpellier. J'ai la chance d'être entouré de vraiment grands scientifiques. Et toutes ces données sont là, mais effectivement, c'est en termes de communication aujourd'hui qu'on n'est pas encore peut-être assez fort, mais ce n'est pas notre métier de base. Mais c'est pour ça qu'il faudra effectivement, nous, accentuer cette communication envers tous ces soignants qui travaillent dans ces domaines pour leur montrer, leur faire comprendre qu'il y a vraiment aujourd'hui des solutions basées sur l'art et la musique qui peuvent vraiment les accompagner, les aider, les soutenir dans leur approche soignante. Super. Un mot de conclusion à l'émission? Un mot de conclusion. Un jour, on ne comprendra que l'art n'existait pas, mais qu'il n'y avait que de la médecine. Un jour, ça y est, ça y est, ça y est. Il me met en transe. Là, je suis en état de Non, c'est ça pour conscience. dire qu'effectivement, l'art, depuis sa création. Super. Donc, c'est la conclusion. Voilà, merci. Non, il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est une belle citation que je viens d'apprendre, c'est pour ça. Mais une autre aussi que j'adore, que je sors à chaque fois, c'est mon ami Platon, il y a 2500 ans, qui se posait la question, est-ce que la gymnastique ne serait pas la médecine du corps et la musique, la médecine de l'âme? D'accord, ok. Donc voilà, donc en fait, pour ceux qui Voilà. ont compris, vous faites tripler, vous faites retour en arrière, replay, et voilà, parce que là, il nous a mis en transe, c'est bon, impeccable. Merci Stéphane. Stéphane Guettin, je rappelle que vous êtes président de Musicaire. Merci beaucoup. Avec plaisir, Frédéric, merci à vous encore.